L'actualité de la santé est marquée par la crise des maternités et le plan d'action du gouvernement pour la pédiatrie de 150 millions d'euros, dans lequel l'État sollicite, je cite, la solidarité des médecins de ville, ce qui suscite des grincements de dents. Car dans le même temps, il y a une foire d'empoigne législative concernant l'activité des médecins généralistes, en ce moment justement, notamment en ce qui concerne le volet qui concerne la lutte contre les déserts médicaux, au cœur du débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2023, mais aussi au Sénat. Il semblerait que les élus de tous bords parlent de réformer l'internat et de réguler l'installation des médecins sur le territoire, quand même ceux-là menacent de démissionner. Qui veut la peau des généralistes, des médecins généralistes? C'est la question que se pose ma consoeur Héloïse Nguyen Van Bajou. Salut Héloïse. Bonjour. Tu es là, parfait. Comment tu vas? Très bien, merci. Parfait. Alors, qui veut la peau des médecins généralistes? Eh bien, j'ai envie de dire malheureusement un petit peu tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'actualité est marquée par deux textes. Le premier, c'est la proposition de loi du sénateur Les Républicains de Vendée, Bruno Retailleau, portant sur l'allongement d'une année de la formation des médecins généralistes. Alors, cette proposition a été votée par la droite et une partie du centre au Sénat en première lecture mardi dernier, mais il a été repris en dernière minute dans l'article 23 du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Parallèlement, plusieurs autres amendements au PLFSS visant à réguler notamment les conditions d'installation des médecins ont été déposés, et cela notamment concernant les hors zones déficitaires, les départs à la retraite qui limiteraient justement les seules installations hors de ces zones-là. Cela s'inscrit après une opposition de façade du gouvernement. François Braun, dans un premier temps, avait dit qu'il y était opposé, pas par dogme, mais parce que cela ne marche pas. Pour autant, ces mesures étaient des propositions de campagne d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est pour la position à droite et au centre. Mais du côté de la gauche, on est dans une opposition molle, du côté des socialistes, qui, eux, se focalisent presque exclusivement sur la question de la rémunération, dont on verra un petit peu plus tard que c'est aussi un faux débat. Quant à LFI, enfin, ils sont plus concentrés sur la remise du rapport de la commission d'enquête populaire à l'Osségur, qui est une bonne revue ethnographique de ce qui se passe actuellement à l'hôpital, mais qui constitue essentiellement des mesures pansements plus qu'une réflexion structurelle sur le système de santé, malheureusement. Bien, alors selon toi, qu'est-ce qui expliquerait justement cette levée de bouclier, comme tu dis, ce grincement de dents des médecins généralistes, et puis dans un deuxième temps, les impacts que ça pourrait causer si ces textes viennent à être appliqués? Alors, cette levée de bouclier, elle vient du fait que l'article 23 du PLFSS impose une quatrième année supplémentaire aux internes, préférentiellement dans les zones de déserts médicaux, mais pas aux autres spécialités. En prolongeant d'un an l'internat, leur temps de formation est ainsi porté à 10 années pour les futurs médecins généraux et généralistes, et va créer une année blanche, qui va faire que pendant une année, il n'y aura pas de nouveaux médecins généralistes qui vont s'implanter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cela tient aussi de la sociologie et de la démographie des médecins libéraux. Il faut bien comprendre que les médecins libéraux sont baignés dans une culture libérale, comme leur nom l'indique, où la liberté, notamment d'installation, est une valeur importante dans la profession. Cela produit une réticence viscérale à tout ce qui viendrait réguler l'activité et ce qui risque d'entraîner une baisse de ce choix de spécialité dans le cursus d'études. Et on l'a bien vu, ça a été à l'origine d'une grève très suivie des internes le 14 octobre dernier, avec, selon les sources, entre 1000 et 5000 manifestants à Paris, ce qui est notable. Donc ça, c'est sur le pourquoi. Et concernant les conséquences que cela pourrait avoir, les internes mettent en avant essentiellement les problématiques d'épuisement professionnel, qui touche déjà près des 2 tiers des internes. On sait que 70% d'entre eux dépassent le plafond hebdomadaire légal de 48 heures de travail. Et aussi et surtout des questions sur l'encadrement de leur formation durant cette dernière année et l'instrumentalisation de ce dispositif qui est décrit comme bouche-trou, avec des craintes notamment sur le turnover que cela induit auprès des patients et la qualité des suivis pour les patients. Et au-delà de la question de l'installation, comme tu le décris à long terme ici, penses-tu qu'il puisse y avoir quand même des effets bénéfiques, positifs? Alors, c'est impossible à évaluer à l'heure actuelle, mais on peut faire quelques suppositions. Le premier effet bénéfique qu'il pourrait y avoir, c'est sur la formation, avec une meilleure représentativité de la médecine générale dans une formation qui est actuellement très hospitalo-centrée. Ça, c'est une demande de longue date des instances représentatives des médecins généralistes. La révolution que cela pourrait constituer, c'est une prise de conscience d'une certaine réalité de terrain, notamment sur la question de l'importance des déterminants sociaux de la santé chez les médecins. Et puis, malgré tout, on ne va pas se le cacher, avec un Français sur 10 qui n'a pas de médecin traitant, dans un contexte de saturation des urgences et de renoncement aux soins, c'est toujours mieux que rien, même si ça reste une solution très court-termiste et low cost.
Et y a-t-il d'autres textes, d'autres solutions concrètes à venir en parallèle? Oui, alors il y a une proposition de projet de loi qui est à venir en novembre, qui porterait sur les autorisations d'installation et un conventionnement sélectif, un remboursement sélectif, en fonction des secteurs d'installation, mais on en sait encore peu de choses à l'heure actuelle. Ce qu'on sait par contre, hein, c'est que les, incitations financières à l'installation sont inefficaces. Ça, c'est un rapport de la DREES de décembre 2021 qui le dit. On sait aussi que la contrainte, toutes les mesures contraignantes, auprès des médecins semblent peu efficaces. Les syndicats d'internes sont vent debout, les médecins généralistes sont braqués. On a même vu un syndicat de médecins pourtant très peu à gauche, et c'est le moins qu'on puisse dire, la Fédération des médecins de France, faire une affiche cette semaine sur le matraquage des médecins. Donc face à cette situation catastrophique, ce qu'il ressort, hein, des demandes des médecins généralistes, c'est une modification de la gouvernance. Les médecins généralistes demandent moins de jacobinisme avec le retour d'objectifs régionaux, et de financements régionaux pour certaines actions spécifiques, et surtout un financement à plus long terme, hein. On l'a entendu, toutes les critiques autour de la tarification à l'acte à l'hôpital. Les médecins demandent une loi d'orientation et de programmation concernant la médecine, la santé en général, pour pouvoir se projeter. Ils demandent aussi toutes les mesures qui permettent le déploiement des outils qui permettraient de gagner en qualité de vie au travail et en temps efficace auprès des patients, toutes les mesures qui soient de l'ordre de la coordination, de la téléexpertise ou de l'intelligence artificielle en santé. Reste que ces solutions-là seront longues à déployer et surtout qu'elles demandent des engagements financiers pour lesquels l'ensemble des acteurs ne semblent pas prêts. Et dernière question, on se demande quelles seraient les conséquences possibles de ce doublon législatif. Première question peut-être, et la dernière vraiment. Et quel avenir finalement pour ce texte décrié aujourd'hui? Alors c'est vrai que ce texte, hein, s'inscrit dans un contexte politique particulièrement compliqué, hein. Outre les 49.3 qui ne concernent pas directement cette partie du texte, la mesure qui n'a pas d'impact direct sur le financement de la sécurité sociale risque d'être considérée comme un cavalier législatif au texte budgétaire, et donc risque d'être rejetée. Quoi qu'il advienne, la majorité présidentielle pourra toujours se saisir du texte initial, hein, qui a été voté la semaine dernière au Sénat, en l'inscrivant à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et enfin, comme dit précédemment, la proposition de projet de loi sur les déserts médicaux qui a été écrite par un groupe transpartisan mené par le député de la Mayenne socialiste Guillaume Garot est en cours de rédaction pour le mois de novembre. Donc je ne doute pas que ces sujets, ces thèmes-là, ces propositions de textes-là vont revenir dans l'actualité, donc à suivre. Merci beaucoup Héloïse pour cet éclairage. À très bientôt.